Bienvenue au podcast de Mots en mieux présenté par La Traversée. Cet organisme communautaire sans but lucratif a pour mission d'offrir du soutien et de l'accompagnement aux personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale ou Kamouraska. Oui, et puis on devrait peut-être nous-mêmes se présenter. Oui, excellente idée. Présentons pas juste La Traversée. Moi, c'est Sandrine, je suis intervenante psychosociale et bachelière en psychologie et je suis accompagnée de la charmante et dynamique Laetitia, technicienne en travail social ainsi que finissante au bac. Puis ensemble, on est vos animatrices pour De Mots en mieux, le podcast qui dynamise l'éducation à la santé mentale. Oui, et pour cette saison, on s'est vraiment donné comme mot d'ordre accueil, sensibilisation, nuance, bienveillance. Oui, alors installez-vous bien, puis on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Laetitia. Je suis peut-être pour dire comment tu vas, mais depuis ce matin, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien. C'est vraiment un épisode aujourd'hui que j'avais super honte qu'on fasse. Ouais. Vraiment, là, c'est vraiment dans mes intérêts, puis j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner comme sujet. Je pense que ça va être un épisode quand même qui va avoir beaucoup d'informations. Je pense qu'on va essayer de le vulgariser le mieux possible. Absolument. Puis, c'est aussi des informations que moi, j'ai pas nécessairement toutes vues au bac, puis à la technique. Donc, je pense que ça va être intéressant que je te pose peut-être des petites questions pour Absolument. que tu éclaircisses des choses. Absolument. C'est ça. Dans le fond, c'est un petit peu plus de la psycho, là, vraiment. Oui, ben vraiment. Puis tu sais, écoute, on en parlait, là, le sujet de l'épisode, c'est comment construire sa boîte à outils en santé mentale et les stratégies de coping. Et déjà, il y a la moitié du titre que tu ne sais pas du tout c'est quoi. Non, stratégie de coping, c'est pas... on n'utilise pas ça souvent. Non. J'ai pas l'impression, si on n'est pas en intervention, si on n'a pas eu vraiment d'études plus comme en psycho. Mais construire sa boîte à outils, ça, je pense que c'est un peu plus facile à comprendre. Puis on va commencer par ça. Donc, Okay. Je pense que ça va lancer la discussion peut-être Absolument. Au plus facile. Absolument. Ben écoute, la première chose en fait là, que je voulais spécifier par rapport à l'épisode qui suit, c'est le fait qu'on ne donne pas d'outils à proprement parler. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va discuter les questions à se poser, les réflexions à avoir quand on est dans un processus où on souhaite se construire une boîte à outils. Oui. Parce que la boîte à outils, elle va changer d'une personne à l'autre. Oui. Puis elle va aussi changer du niveau d'énergie qu'on a, du niveau de ressources qu'on possède. Oui. Donc c'est très important de faire preuve de flexibilité quand on a une boîte à outils. Oui, vraiment. La semaine dernière en fait il y a 2 semaines même, sur reconnaître ses signaux. Bien, reconnaître ses signaux, c'est la première étape parce que ça nous permet ensuite de savoir quels outils vont être adaptés pour notre besoin, pour notre état, pour notre niveau d'énergie. Donc, c'est vraiment pour ça là, que je jugeais pertinent d'en parler. Oui, c'est ça. Puis on va parler un peu de comme trois types de boîtes à outils. Donc, toujours en lien avec notre énergie, l'état qu'on est. Puis je trouve ça intéressant aussi de dire, comme tu as nommé, qu'on va donner nos trucs pour vraiment créer sa boîte à outils et non donner les trucs. Puis je pense que ça fait aussi un grand lien avec redonner du pouvoir aux personnes. Que oui, nous, on a beaucoup d'informations qu'on connaît, mais on va pas être là pour juste toutes les garrocher, mais aussi pour que les personnes soient capables de eux-mêmes les nuancer, puis un peu regarder qu'est-ce qui va le mieux avec eux-mêmes. Tu sais, nous, je donne souvent l'exemple, je sais pas, j'ai donné le dernier épisode, mais que nous, on va donner la canne à pêche, puis la personne va pêcher le poisson. Tu sais, je trouve ça vraiment, ça illustre bien aussi c'est quoi, en tant qu'intervenant, on fait, puis qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode-là. Absolument, oui, puis c'est la question de reprendre du pouvoir là-dedans. Puis je dirais, en fait, là, souvent, quand les gens, quand ils attendent trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide, quand ils vont aller avoir cette aide-là ou avoir un suivi, ils vont tout de suite voir des solutions rapides. Et, c'est une pensée magique là, qu'on appelle là, dans le monde de l'intervention, c'est-à-dire que souvent ça peut nuire au suivi qu'on reçoit que de vouloir avoir de l'aide tout de suite parce que l'aide et les solutions ne sont pas nécessairement adaptées. Ça nous amène parfois plus à se braquer aussi même.
Donc, c'est vraiment important que les 3 boîtes à outils, on essaie de se les construire avec une vision d'ouverture, de curiosité, de l'essai-erreur. Puis, tu sais, ça se peut qu'un outil jadis qui fonctionnait ne fonctionne plus parce qu'on s'y habitue, il perd de son pouvoir. Tout ça, puis c'est correct, il faut vraiment prendre le temps avec ça. Oui, il faut normaliser que les outils sont... Oui, peuvent être bons à long terme, mais ça se peut qu'ils ne soient pas nécessairement adéquats non plus à long terme. Puis vraiment d'être capable de s'adapter. Fait que je pense que c'est encore mieux de savoir comment créer sa boîte à outils. Comme ça, s'il y a des moments que nos outils qu'on a, ils fonctionnent moins bien, ben on sait comment créer notre nouvelle boîte à outils. Absolument. Puis tu sais, un dernier point là-dessus, là, tu sais, quand on a une boîte à outils chez soi, on prend vraiment l'image, à proprement parler de la vraie boîte à outils, là, avec le marteau, le tournevis, tout ça. Bon, ben, des fois, là, on veut construire. Des fois, on veut réparer. Des fois, on veut détruire. Tu sais, les outils, ils peuvent avoir plus qu'une fonction parce qu'on a plus qu'un besoin dans l'entretien de la maison. Puis ça, c'est normal. Puis, donc, je te donne le premier parallèle. La première boîte à outils, c'est pour quand on sent qu'on a un niveau d'énergie plus élevé et donc on est en mode construire. Et c'est donc la boîte à outils que j'appelle pour le besoin d'auto-actualisation et de développement. Oui, l'auto-actualisation. Oui, ben en fait, là, toi, parce que c'est ça, tu ne connaissais pas trop sans chance. Je pense, en tout cas, peut-être que d'autres monde s'y connaît, mais je pense pas que ça soit nécessairement un terme qu'on va utiliser. Mais tu sais, un peu dans les mots plus faciles, comme tu l'as expliqué tantôt, ça va être dans le développement de la personne, la croissance de la personne. Tu sais, on parle beaucoup de la croissance personnelle. Je pense qu'on peut quand même faire des liens avec ça. Là. Ben, tu vois, mettons le besoin d'apprentissage, le besoin d'objectifs, le besoin d'apprentissage, d'objectifs, d'avoir des buts. Puis, un peu comme tu avais nommé la pyramide de Maslow, que j'ai l'impression que beaucoup de personnes connaissent, qui est les besoins, puis l'auto-actualisation, je veux bien le nommer, il est vraiment comme en haut. Donc, c'est pas nécessairement le premier besoin pour survivre, mais quand tu as réussi à survivre, manger, blablabla, dormir, c'est comme dans les derniers que tu vas pouvoir travailler. Puis on en a quand même besoin aussi de ça. Là. Des fois, on va juste se concentrer sur la base, mais le haut de la pyramide aussi est important. Oui, vraiment. Puis tu sais, on n'a pas besoin de répondre à 100% à tous les besoins qui précèdent pour arriver à l'autre palier. Il faut juste vraiment comme un niveau qui soit jugé comme fonctionnel, en fait. Puis tu sais, c'est pas... même s'il n'est pas comme essentiel à la survie, c'est ce qui donne une essence aussi, là. Tu sais, si tu fais juste comme être juste assez pour stagner dans ta vie, c'est pas toujours... tu peux pas toujours être maintenu dans cet état-là. Tu as besoin de croissance, tu as besoin de... Pas nécessairement de savoir où tu vas, mais d'aller quelque part quand même. Oui, puis souvent les personnes, parfois, elles peuvent nommer qu'ils se sentent perdus quand ils n'ont pas de but. Donc, je pense que ça peut faire aussi un bon lien. Là. Absolument, oui. Puis, ben écoute, des petits trucs à savoir là, justement sur le besoin d'auto-actualisation, parce qu'il faut bien le comprendre avant de se mettre à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut l'appuyer, puis se permettre de le développer, puis de le nourrir. C'est que dans le fond, il n'arrête jamais. C'est pas parce qu'on réussit un objectif que là, la game est finie, on n'a plus besoin d'avancer. C'est quelque chose qui est toujours en construction, toujours en évolution. Puis on peut même changer nos objectifs sans même les avoir atteints. Ça va être dans la fluctuation. Là. Ça va énormément fluctuer. Puis aussi, c'est d'une personne à l'autre. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. On a tous un besoin, en quelque sorte, d'ambition, qu'on répond ou qu'on répond pas. Mais les ambitions peuvent être tellement nuancées d'une personne à l'autre. Puis on va souvent chercher comme des ambitions qui créent un sentiment de fierté quand on pense qu'on est en train de l'accomplir ou qu'on l'a accompli, mais qui sont quand même jugées assez réalistes pour constater que ça vaut la peine de le maintenir. Oui, c'est ça. Puis il faut aussi, comme tu as dit, le mot réaliste, il faut aussi être dans les choses qui sont réalisables. Puis tu sais, y aller un pas à la fois, je pense que dans toutes nos stratégies, dans toutes les boîtes à outils, je
Je pense que c'est un mot une phrase qui est vraiment importante de se rappeler, c'est d'y aller un pas à la fois. Parfois, quand on va être un petit peu plus dans l'auto-actualisation, j'ai vraiment de la difficulté à dire ce mot. L'auto-actualisation. Je vais l'avoir. Il y a beaucoup de voyelles. Oui, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Ouais. Quand tu es dans l'octo, je dis octo, ça n'a aucun sens. Quand tu es dans l'auto-actualisation, j'ai l'impression que parfois on va se mettre beaucoup de pression aussi. Puis aussi, avec la croissance personnelle, des fois, on dit je veux être sur mon X. Ouais. On entend souvent ça, mais j'ai l'impression que ton X, il n'y a pas besoin d'être stable. Il peut être dans un environ. Tu fais un peu un cercle, tu dis je suis dans cet environ-là. Je pense que ça peut être aidant de le voir comme ça. Oui. Puis des fois, la vraie croissance, c'est pas tant de réussir un objectif, mais c'est qu'en avançant, il devient plus défini. Oui. Tu sais, c'est comme si on te demandait là, au début de tes études en quoi tu veux te spécialiser. Des fois, c'est le fait que plus que tu avances dans ta carrière ou dans tes études, plus que tu arrives à avoir une idée claire de c'est quoi qui t'intéresse, vers où tu veux aller. Puis c'est comme, c'est en avançant qu'on sait un peu plus quelle route on veut prendre. Oui, vraiment. Dans le fond, là, finalement, là, pour une autre chose à savoir sur le besoin d'auto-actualisation, c'est que ce n'est pas de la performance. Faut pas se dire que le besoin d'auto-actualisation, c'est pour toi-même, c'est pas pour les autres. Ouais. Puis des fois, la ligne est mince entre qu'est-ce qui est pour soi-même ou vers les autres pour la performance parce que l'envie de plaire, le besoin d'être aimé ou d'appartenance, c'est un besoin qui précède celui d'auto-actualisation, donc qui est dans les premiers auxquels on va tenter de répondre. Et donc parfois, il peut menacer de s'écouter soi-même puis de savoir ce qu'on veut réellement. Ouais. Puis ça peut être un combat qui est même angoissant que de déterminer est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je fais pour les autres ou est-ce que si je me choisis moi, je vais trop sacrifier des autres là-dedans. Donc, il y a se poser des questions en lien avec ça. Je trouvais ça intéressant de parler des caractéristiques de personnes qui font en sorte que ça va plus être facile pour eux d'être capable de s'auto-actualiser. Donc, je me suis dit qu'on pourrait en parler un peu. Je pense que ça va pouvoir aussi donner des trucs. Un peu, les personnes vont pouvoir s'auto-regarder, tu sais, on en parle beaucoup, puis voir, OK, cette caractéristique, je l'ai, OK, celle-là, je l'ai pas, peut-être que je pourrais travailler, puis tu sais, c'est toujours dans le but de, comme on a dit, du développement, mais de ne pas se mettre de pression par rapport à ça, tu sais, il ne faut pas un nombre de caractéristiques, là, c'est vraiment juste pour les dire comme ça, puis je pense que ça peut aider les personnes de mieux comprendre comment être capable d'être dans le développement de soi. Fait une que je trouvais vraiment intéressante, c'est de faire confiance en son organisme. Tu sais, il y a des personnes qui vont être vraiment capables d'avoir confiance en eux et de se dire, s'ils vivent un moment de stress, je suis capable de me ramener au calme. Puis ça, c'est un moyen qui va vraiment faciliter à être capable d'être dans le développement. Puis parfois, le développement, ça va aussi faire un lien avec pousser pas ses attentes, là, mais... pousser ses limites. Oui, pousser ses limites, exactement. Je pense que ça peut être vraiment aidant. Ensuite, accepter ses choix. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui parfois vont avoir de la difficulté à accepter les choix qu'ils vont faire, où ils vont souvent revenir en arrière, se poser beaucoup de questions. Parfois, ça peut être moins adéquat dans certaines situations. Ensuite, j'en ai un autre que tu as parlé un peu tantôt, mais c'est d'être capable de penser à soi en premier. Puis tu sais, je pense qu'on parle beaucoup aussi du people pleaser. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Puis, parfois, les gens vont avoir beaucoup plus de facilité de penser aux autres en premier. Puis comme tu as dit, de ne pas regarder comment eux, ils se sentent, mais vraiment de le faire pour les autres. Absolument. Puis trop penser aux autres, c'est un piège. Ouais. Vraiment, parce que on s'entend que si on pensait plus à soi, si chacun pensait plus à soi, on aurait moins de problèmes à régler. Puis, tu sais, dans le sens que toi, est-ce que tu préfères avoir une amie que tu sais qui est autonome pour son bien-être personnel, puis tout ça, ou quelqu'un qui va toujours dépendre de toi parce qu'elle veut juste écouter les autres? Bien évidemment, le premier choix. Ouais. Ben, tu veux être cette amie-là aussi qui s'écoute elle-même. Puis c'est un cadeau que tu fais aux autres, mais c'est aussi un cadeau que tu fais à toi.
est-ce que tu souhaites vraiment être dépendant des autres pour aller bien? Parce que toi, t'es pas capable de regarder ton tableau de bord, comme on disait là, au premier épisode. Non, pas particulièrement. Tu sais, il faut développer un niveau d'autonomie à ça. Ouais. Puis vraiment, tu sais, quand t'es capable de t'écouter toi-même, de te prioriser, les gens qui t'attirent, c'est des gens qui vont être davantage positifs pour toi. Oui, c'est bon. Puis je pense d'être capable de s'écouter, ça va aussi en lien avec une autre caractéristique qui est d'être capable de s'accepter. Ouais. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Puis je pense que dans le podcast, on veut beaucoup mettre ça aussi de l'avant, tu sais, d'être dans la vulnérabilité et tout. Puis il n'y a personne de parfait, c'est certain qu'il y a des caractéristiques peut-être que j'ai nommées qui sont plus difficiles pour eux, mais de les accepter premièrement. Puis quand elles sont acceptées, là, on peut avancer puis regarder, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou, ben pour l'instant, est-ce que ça m'aiderait? Pas nécessairement. Donc, c'est pas sur ça que je vais travailler. Absolument, absolument. Tu sais, ça aide à... Des fois, faut poser un regard sur soi, oui. Savoir, tu sais, comme tu dis, reconnaître son organisme, reconnaître les signaux de son corps, reconnaître ses limites. Mais il faut que le regard qu'on porte sur soi soit aussi bienveillant et positif, qui accepte le rythme qu'on a. Puis c'est vraiment ça que je veux apporter dans le fait de séparer en 3 boîtes à outils. C'est que si tu es capable de te regarder et d'être bienveillant vers l'état dans lequel tu es, vraiment tu t'épuises moins. Puis c'est un beau cadeau que tu peux te faire à toi-même que de t'écouter comme ça. Oui, vraiment. Je pense qu'on pourrait enchaîner sur la deuxième boîte qui est adaptée lorsque tu as un niveau d'énergie, on pourrait dire moyen. Tu sais, on s'est dit qu'on peut le voir aussi quand tu commences à vivre quelque chose de difficile ou la fatigue commence à arriver, mais il y a aussi lorsque tu as vécu un moment difficile et que tu es dans ton rétablissement. Fait que je pense qu'on peut le voir dans ces deux sections-là. Puis, tu sais, je pense que ça fait beaucoup un lien avec ce qu'on met de l'avant dans le podcast, d'être capable de s'écouter. Puis ça se peut qu'il y ait des moments que, normalement, tu serais capable de faire cette tâche, puis présentement, tu as de la difficulté. Ben, c'est de l'accepter aussi, puis de trouver d'autres moyens qui vont être plus faciles pour soi. Tu sais, je peux donner comme exemple, moi, mettons, je dirais, personnellement, dans l'auto-actualisation, j'aurais mettons, courir. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça diminue mon stress. Mais quand j'ai un moyen d'énergie, quand j'ai un moment d'énergie, puis je me sens moins en forme, tu sais, plus fatiguée, mais je ne vais pas utiliser cette même stratégie-là parce que je sais qu'elle va encore plus me fatiguer. Je pense d'être vraiment capable de nuancer entre les deux. Là. Absolument, ben oui, puis tu sais, de savoir s'écouter, puis ensuite d'ajuster qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu sais, j'ai aimé que tu dises que cette deuxième boîte-là à outils, c'est autant pour quand tu commences à aller moins bien, ton énergie commence à diminuer ou que tu commences à la regagner. Donc, c'est des périodes de transition, puis souvent, le risque avec ces périodes de transition-là, c'est quand tu commences à aller moins bien, tu veux pas le savoir. Ouais. Tu veux te garder en tête que tout va bien, parce que c'est angoissant. T'évites de dire que ça commence à aller moins bien. Puis quand tu vas mieux, t'as tellement hâte d'aller mieux. T'as tellement hâte de retrouver de quoi dont t'es fier ou dont t'es satisfait. Et dans ces moments-là, c'est donc facile de ne pas s'écouter. Vraiment, je pense vraiment que c'est la boîte à outils qui peut peut-être être la plus difficile parce que c'est elle où on dirait qu'on a comme le plus tendance à pas vraiment s'écouter. Puis dans ces mots-là, ben, un conseil que je donne par rapport à ça, c'est que tu as le droit d'être plus ambitieux que ce que ton énergie te permet. C'est normal. Puis je pense qu'il y a des moyens comme de adapter, diminuer les attentes que tu te mets envers toi-même. Tu sais, si ton niveau d'énergie est plus bas que ce que tu aimerais qu'il soit pour la tâche que tu souhaiterais réaliser, il y a des manières de faire des micro-tâches qui te permettent aussi de sentir que tu avances, que tu progresses, mais à un rythme qui sera moins conséquent pour toi. Un rythme qui ne viendra pas au prix de ton énergie future. Oui, ben c'est ça que je trouve vraiment intéressant, que je partais pour dire. Si tu t'écoutes pas, ça va te rattraper un jour ou l'autre. Donc, si tu utilises des stratégies qui sont vraiment, qui t'en demandent trop, ben ça se peut qu'en fin de compte, tu vas tout perdre ton énergie. Puis que là, ben en fin de compte, tu vas avoir besoin de la troisième boîte, là, ce qui est correct aussi. Là. Elle est correcte aussi, il faut la garder. C'est pas nécessaire.
Vraiment. Ouais, absolument, absolument. Tu sais, autant comme je pense que c'est la deuxième boîte à outils, tu sais, c'est peut-être plus une fonction de réparer certaines choses ou de maintenir en fonction. Oui. La dernière boîte à outils qu'on s'apprête tout juste à aborder, elle, là, c'est pour garder en mode survie. C'est même pas, je pense que c'est même plus là, une boîte de secours. Là. Oui. Tout ça, là. Tu sais, on veut le niveau d'énergie qui est bas, on veut que ça ait le moindrement de conséquences avec ce niveau d'énergie-là. Tu sais, on veut pouvoir maintenir une hygiène de vie comme minimale. Oui. Mais on veut pas que ça vienne au prix du peu d'énergie qui nous reste. Oui. Puis dans l'hygiène de vie, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas nécessairement c'est quoi que ça veut dire. On peut peut-être l'aborder parce que je sais qu'on a le réflexe en tant qu'intervenant de souvent dire l'hygiène de vie. Mais tu sais, ça va être un peu de... T'ajouteras qu'est-ce que tu veux ajouter, bien évidemment. Mais dans l'hygiène de vie, on va considérer est-ce que la personne, son sommeil, comment son sommeil est. Après ça, si la personne va faire de l'activité, elle va sortir, elle va bouger. Il y a aussi voyons, j'ai de la misère. Lorsque tu es avec d'autres personnes, donc est-ce que la personne va être capable d'avoir son environnement social, tu sais, communiquer avec son environnement social. Puis aussi un peu au niveau de la propreté. Se laver, s'habiller. Absolument, l'alimentation, les activités, tu sais, c'est ce qui... c'est vraiment relié au fonctionnement, en fait. Oui. Est-ce que tu fonctionnes? Tout simplement. Oui. Puis on s'entend que, mettons, c'est pas juste est-ce que tu es capable de travailler, parce que pour travailler, il faut que tu ailles pu manger quelques repas dans ta journée, il a fallu que tu dormes la nuit, il a fallu que tu sois capable de dire salut à ton ou ta collègue, il a fallu que... tu sais, il y a comme tous ces trucs-là qu'on pourrait décortiquer font partie de l'hygiène de vie. Oui, vraiment. Puis, tu sais, en lien avec la troisième boîte, je trouve ça intéressant aussi de la voir comme tu as dit, en mode survie. Parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler, qui nous arrivent. Un deuil, un accident, peu importe, je pourrais en nommer encore plus, bien évidemment. Il y a beaucoup de situations qui sont difficiles à vivre pour tous les humains de la Terre. Puis parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est survivre. Puis c'est correct. C'est correct. C'est 100% correct d'être dans un mode survie. Puis en ce moment, tu te mets en priorité toi-même, puis tu fais la base de la base. C'est ça, exact. Tu sais, comme un peu réduire au plus possible les conséquences que ça peut avoir sur toi. Tu sais, à ce moment-là, il y aura personne qui va avoir l'attente que tu sois assez performant pour obtenir une promotion. Tu sais, ce que tu veux, c'est quand même être juste capable de te réveiller le matin parfois. Oui, c'est vraiment. Puis j'ai l'impression, parfois, quand on est dans je sais pas si je peux dire ce mode-là, mais quand on vit une situation plus difficile ou qu'on utilise notre troisième boîte, on va beaucoup avoir, comme tu as dit tantôt, on va avoir hâte de revenir à notre état, je pourrais dire, de santé qui est comme normal. Puis souvent, on va aller dans j'ai tellement hâte là, que je vais me forcer à faire des choses, mais qui vont encore plus me fatiguer. Absolument. Puis on en discutait aussi hors caméra, qu'est-ce que je trouvais super intéressant, c'est que parfois, si tu réussis à te dire je vais me lever, puis je vais aller me brosser les dents. Tu sais, je parle si t'es vraiment, on pourrait dire, dans un état dépressif ou diagnostic dépression, etc., peu importe, mais tu sais que c'est vraiment difficile. Mais si tu es en train de te brosser les dents, ça se peut que tu te dises « Ah, en fin de compte, je vais me laver. Tu sais, je vais tout faire. » Mais c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Puis je trouve ça intéressant si tu veux en parler un petit peu plus. Absolument. Ben en fait, là, un des concepts de base à comprendre, c'est que quand on est dans un état, on va vouloir demeurer dans cet état-là. Donc, si tu ne fais rien, tu veux continuer à rien faire. Et si tu veux quelque chose, si tu fais quelque chose, tu vas vouloir continuer à le faire. Quand tu es dans un état de ton énergie, de ta santé mentale, ou même un diagnostic de santé mentale, qui fait en sorte que t'activer, te mettre en action, c'est vraiment difficile, ça peut être un piège qu'une fois que tu arrives à y être, t'anticipes tellement qu'une fois que tu vas être de nouveau, genre à rien faire, ça va être dur de recommencer à faire quelque chose, que tu dépasses tes limites complètement. Puis c'est pour ça que c'est important de vraiment se limiter. Puis un truc qu'on doit donner pour ça, c'est justement, si par exemple tu as quelque chose à faire, sans nécessairement être au plus bas de ta forme, mais que tu as tout simplement moins d'énergie qu'à l'habitude, puis je sais pas, moi, tu as un document à lire ou quoi que ce soit, il faut se limiter. Ouais.
Tu sais, si tu te dis, je vais juste lire une page, même si une fois que tu es rendu à toute fin de ta page, je suis capable d'en prendre plus, non. Parce que c'est le fait de te dire, je lis juste une page qui a fait en sorte que c'était plus facile de la commencer. Puis si tu continues, ben là, la prochaine fois que tu vas avoir le faire, tu vas te rappeler que c'était quand même plus d'énergie que ce que tu pensais parce que tu auras dépassé ton énergie, tu t'étais cédulé au début. Je pense que ça, en tout cas, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Non. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis une chose aussi qui est importante à nommer, c'est impossible d'être constant tout le long de notre vie. Non. Simplement impossible. C'est ça. Puis tu sais, je pense que comme des fois, c'est juste de ça, comme c'est pas qui je suis ou qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je veux devenir, des fois c'est juste rajouter maintenant. Ouais. Maintenant, je suis quoi? Maintenant, je suis capable de faire quoi? Ouais. Parce que si on se voit tout le temps comme une personne qui est stable dans le temps, ben on n'est pas adapté à tout ce qu'on peut vivre. Puis le fait que notre niveau d'énergie, lui, va osciller à travers le temps, il va se modifier. Ouais. Un peu en lien avec le soi idéal et le soi réel. T'sais, si je peux un peu l'expliquer, le soi idéal, c'est qu'est-ce que tu te projettes, qu'est-ce que tu veux être. T'sais, parfois, tu vas te dire, je donne un exemple, moi plus tard, je veux être avocate, je veux être là. Puis dans les moments plus difficiles, on va juste se visionner à je vais être avocate en ce moment, je fais rien, je suis pas capable. Mais de regarder sur le soi réel, c'est quoi? Et présentement, je vis une situation difficile, donc non, c'est peut-être pas possible de me rendre à mon soi idéal présentement, comme tu dis, le ici. Puis on dit pas non plus de pas avoir de soi idéal, parce que ça va nous aider à se motiver, à nous mettre en action, puis c'est important, mais c'est aussi d'être capable de nuancer ce soi idéal-là, puis c'est correct de le modifier, de le changer au courant des journées, des saisons. Là. Absolument, c'est ça, tu sais, comme des fois, tu as peut-être un soi idéal dans ta vie en général, mais tu peux avoir un soi idéal pour ta journée. Ouais. Tu sais, tu peux, c'est ça, l'adapter à ce que tu es capable, parce que plus que tu juges quelque chose d'impossible, moins tu vas être motivé à le faire. Ouais. Puis des fois, justement, plus que tu juges qu'il est accessible, moins tu vas sentir que ça vaut la peine de l'accomplir non plus. Vraiment. Il faut vraiment viser comme un 50-50 de tout ça. Puis je trouve ça intéressant un peu de décortiquer ton soi. Tu sais, oui, tu as ton soi idéal, mais aujourd'hui, c'est quoi mon idéal, mais dans la situation où je suis. Absolument, exact. Parlons de situation, justement. Comme ça, tu ne connaissais pas les stratégies de coping? Non, vraiment pas. Puis, mais c'est ça que j'aime aussi avec le podcast, c'est d'avoir de nouvelles connaissances. Puis moi, je peux t'emmener des choses, mais toi aussi, tu peux m'en emmener, là. Ben écoute, ça va me faire plaisir de te l'expliquer et de l'expliquer aux autres aussi. Mais je commence à comprendre, là. Après notre discussion, j'ai fini par comprendre c'est quoi les stratégies de coping, mais je pense que j'ai aussi pu emmener des nuances qu'on va pouvoir discuter avec oui. Les stratégies de coping, en fait, là, c'est quand tu fais face à un stress, un problème, une épreuve. C'est qu'est-ce qui va être utilisé quand tu sens que tes ressources ne sont pas suffisantes pour affronter ce qui est devant toi. Ouais. Puis, en fait, là, je tiens à préciser tout de suite, là, une stratégie de coping, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend ce mot-là, ce concept-là, c'est pas des trucs qu'on vous donne, c'est vraiment pour que vous puissiez être capable de peut-être identifier les stratégies que vous avez de manière naturelle, puis éventuellement vous questionner de est-ce qu'elles sont adaptées pour les problèmes ou est-ce qu'elles me posent plus de problèmes qu'autre chose. Parce que ça, c'est une possibilité. Parce qu'ils ne sont pas tous adaptés à tous les stress possibles. Puis il y en a pas qui sont universellement positifs ou même, comme on va le voir plus tard, universellement possibles. Oui, exactement. Puis je pense que c'était vraiment important qu'on amène cette nuance-là, que dans le fond, on va nommer les stratégies de coping, mais on va aussi un peu vous aider à être capable, parce que dans le fond, notre but, c'est que vous soyez capable de les identifier, de questionner, puis aussi de les évaluer. Donc, comme tu as dit, est-ce qu'ils fonctionnent bien en ce moment? Est-ce que c'est ces stratégies-là qui m'aident le plus? Donc, je pense que c'est important de le dire, puis que c'est pas un truc pour diminuer le stress. Là. Non, c'est ça, c'est pas des trucs pour diminuer le stress, c'est des catégories de réactions, en fait. Ouais.
C'est ça, là, la nuance à ce niveau-là. Donc, tu sais, comme je disais, en fait, le stress, on va le ressentir quand on a l'impression d'être face à une situation dont on n'a pas ce qu'il nous faut pour l'affronter. Puis je sais pas si je peux emmener d'autres éléments en lien avec le stress. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent, mais Sonia Lupien, qui est une chercheuse par rapport au stress, puis elle a emmené un élément que je trouve très intéressant, qui est le ciné. C'est une abréviation pour être capable de déterminer les choses qui vont nous stresser. Lorsqu'on vit un stress, c'est parce que un des 4 éléments ou plusieurs des 4 éléments que je vais nommer sont présents. Donc, dans le ciné, on a le C pour le contrôle. Je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'on va en parler qu'il y a des différentes stratégies de coping en lien avec qu'est-ce qu'on contrôle et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Oui. Donc, puis je t'arrête tout de suite. Vas-y, arrête-moi. Contrôle, c'est un sentiment. C'est pas... Puis il faut se le ramener parce que c'est pas parce que tu sens que t'es pas en contrôle que tu ne l'es pas vraiment. Tu sais, ça se peut que tu as des situations des fois que tu es en contrôle, mais si tu sens que tu n'es pas en contrôle, ça va être un stress. Oui, exactement. Donc, première nuance à apporter là, à ce niveau-là. Ensuite, on a le I du ciné pour imprévisible. Donc, des choses que tu vas pas être nécessairement capable de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il peut y avoir plusieurs réactions. Puis ça, souvent, on va juste te le dire, c'est des moments qui peuvent nous rendre stressés. Ouais. Genre, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que c'était une surprise pour toi? C'est ça. Oui, et pour le N? Oui, pour le N, c'est qu'est-ce qui est nouveau. Puis la nouveauté, on entend souvent dire qu'est-ce qui est nouveau, ça me stresse. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas vécues, c'est imprévisible. Tu sais, ça va aussi ensemble. Dans le ciné, ça va pas seulement... Faut pas que t'en ailles seulement un ou les 4. Ça se peut que t'en ailles 2, ça se peut que t'en ailles un pour vivre un stress. Puis le dernier, qui est l'ego menacé, que parfois on va oublier. Mais si on sent que une personne, par exemple, toi, tu vas me diminuer, tu vas me dire hey, « qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon », ben, ça se peut que ça me fasse vivre un stress parce que j'ai l'impression que mon ego est menacé. Oui, absolument. Que oui, ben, c'est toutes vraiment des caractéristiques qui peuvent venir influencer le stress. Puis après, ben, comment est-ce que l'organisme va tenter de faire face à ce stress-là? C'est ce qu'on va appeler les stratégies de coping. Donc, quand les stratégies de coping orientées vers le problème, ça va dans le fond se séparer ou même parfois même mixer 3 éléments. Donc, soit qu'on va tenter d'agir sur la source du problème, sur les exigences de la situation ou sur les ressources qu'on possède. Donc, quand on parle d'agir sur la source du problème, en fait, c'est des fois on est face à un stress, puis on peut juste enlever la source de stress. Tu sais, par exemple, là, puis les stress, là, des fois on imagine comme gros événements stresseurs, mais ça peut être tout petit, là. On n'est pas obligé d'être gros, là. On vit beaucoup plus de stress qu'on le pense. Tu sais, on en a besoin aussi de vivre avec le stress, mais c'est pas nécessairement, comme on a dit, une présentation orale. Ça se peut que ça soit des plus petites choses qui nous stressent. Ben oui, exactement. Tu sais, par exemple, si un stress, ça peut juste être de se dire « Ah, j'ai un travail à remettre là, dans 2 heures », ben agir sur la source de stress, ça peut être juste remettre le travail. Tu sais, c'est comme si la source de stress, c'est une tâche à faire. Une fois que tu l'as faite, c'est ça. Ensuite, si je peux aussi ajouter, je voulais pas te couper. Tu sais, tu disais aussi agir sur la source de stress. Parfois, si tu peux faire un choix, ça peut être aidant de te dire lequel est comme le moins pire, tu sais, on pourrait dire, entre les deux. Donc, tu agis dessus ou tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Il y a une situation qui me stresse au travail, ben, je vais demander à mon supérieur, à une collègue, un collègue qui m'aide. Absolument. La deuxième, c'est quand on essaie d'agir sur les exigences de la situation. Donc, par exemple, je sais pas, moi, t'as un travail à remettre, puis là, t'as l'impression que t'as pas ce qu'il faut en toi pour vraiment le réaliser pleinement. Ben, je sais pas, moi, de rencontrer l'enseignant, puis qui clarifie ses attentes. Parce que le stress, c'est comment tu perçois la situation. C'est pas comment la situation est, c'est comment tu l'aperçois. Donc, parfois, de clarifier certaines choses,
de venir démystifier certains questionnements que tu avais, là, ça peut être suffisant aussi pour diminuer ton stress ou comme stratégie. Puis finalement, c'est d'augmenter les ressources qu'on a. Donc, en règle générale, en fait, là, les stratégies de coping orientées vers le problème vont être plus efficaces parce qu'ils vont vraiment s'attaquer à la source, à la racine. Ouais. Cependant, même s'ils sont plus efficaces ou généralement adaptés, ne sont pas toujours possibles parce qu'il faut vraiment qu'on ait du contrôle sur la situation. C'est vraiment, si tu es face à quelque chose, tu n'as pas de contrôle, absolument, tu vas aller vers la deuxième catégorie de stratégie de coping, soit les stratégies de coping orientées vers l'émotion, voire même la détresse psychologique. Et là, en fait, là, on en a 5 catégories. Oui, donc la première catégorie, là, ça va être de minimiser la menace. Donc ça peut être ça va souvent être orienté vers comment on la perçoit et non comment elle est vraiment. Donc de se dire, c'est pas si pire ou comme c'est correct, je suis capable. Souvent d'essayer de se parler. Ça va être beaucoup de minimiser la menace. Puis un peu même des fois de relativiser. Parce que parfois, comme tu as dit, la menace, oui, elle est là, mais des fois, on la voit plus grosse qu'elle est là. Fait que là, ça va être un peu de la diminuer. Absolument. Ça va être vraiment d'avoir une vision plus petite de cette menace-là. C'est ça. Puis des fois, le but, c'est pas nécessairement d'avoir la vision qui est la plus adéquate possible, mais c'est d'avoir la vision qui nous permet le plus de s'attaquer à la menace. Parce que, tu sais, de se dire que comme, c'est pas si pas que ça, je suis capable. Des fois, c'est tout ce qui manque pour être capable, justement. Oui, exactement. Puis je trouve que ça fait un lien avec la deuxième, qui est la réévaluation positive de la situation. Donc, ça va être de se dire, comme un peu te dit, je vais être capable de le faire, tu sais. Ça va me donner de l'expérience, tu sais, de voir, souvent, on dit, il y a deux côtés de médaille, de voir le positif et de me dire, cette expérience-là de travail, je vais grandir de ça, je vais avoir des nouvelles compétences. Développer des valeurs, des croyances. Tu sais, il arrive comme, c'est quand même un phénomène fréquent, par exemple, quand on vit un deuil significatif, éventuellement, si par exemple le proche décédé en question, c'est suite à une maladie, souvent les gens vont commencer une fondation pour ça, ou devenir bénévole pour la fondation. Donc, tu sais, c'est de trouver un sens dans cette adversité-là, c'est ce qui va nous permettre comme de grandir là-dedans, d'en tirer du positif. Puis je pense que le but, c'était vraiment d'être capable de les identifier. Là, on est en train de les identifier, ensuite de les questionner et de les évaluer. C'est ça la base. Absolument. Tu sais, puis en tant que tel, c'est pas un podcast où vous allez ressortir avec des réponses. Idéalement, vous allez en ressortir avec des questions. Parce que c'est ces questions-là qui vont mener à des pistes de réflexion, à des doutes même parfois, puis c'est ce qui va faire en sorte que ce que vous allez construire par la suite va être plus solide. C'est beau, je vais mettre ça en extrait, c'est trop beau ce que tu viens de dire, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut aussi en parler parce que parfois, on est des humains, on aime ça, le truc magique, c'est beaucoup plus facile, puis on veut la simplicité, on est aussi dans une société qui met la simplicité de l'avant, mais parfois c'est pas toujours possible et parfois l'option est de juste réfléchir à qu'est-ce qui va m'aider ou pas. Absolument. Puis justement, pour poursuivre sur les stratégies de coping orientées vers l'émotion, le troisième, c'est la culpabilisation. Là, tout de suite, ce mot-là peut faire peur parce qu'on se dit culpabilité, j'aime pas ça, c'est négatif. On voit négatif, le drapeau rouge. Je vous corrige là-dessus. La culpabilité peut être positive tout comme elle peut être négative. Ça va dépendre à quel niveau, ça va dépendre pourquoi, ça va dépendre qu'est-ce qu'on va en faire surtout. En fait, là, la culpabilité, le regret, le questionnement, c'est souvent ce qui va nous amener à réfléchir à ce qu'on a fait et ce qui va tirer un apprentissage surtout. Donc ça, c'est un des aspects qui peut être positif. Là où ça peut être tombé dans le plus négatif, c'est quand c'est une culpabilité qui ne peut pas venir avec de l'apprentissage parce qu'on juge qu'on ne peut pas réparer ou qu'on surestime le contrôle qu'on avait dans la situation. Ou une culpabilité aussi qui est excessive ou répétitive. C'est une personne qui va toujours utiliser cette stratégie de coping-là. Donc, pas à chaque fois, mais très souvent, va se sentir coupable de plusieurs actions qu'il fait. Là.
Ben oui, vraiment. La quatrième stratégie orientée là, vers la détresse psychologique, c'est l'évitement. Oui. La fuite. On en parle beaucoup, je pense, en lien avec l'anxiété et le stress. Puis on voit beaucoup ça d'une manière négative. L'évitement, encore une fois, on a un autre drapeau rouge. Puis ça aussi, je trouve important de dire que parfois, l'évitement, c'est correct. Absolument. Puis on n'en parle pas de ça, on est toujours dans évite pas. C'est vrai que si tu es toujours en train d'éviter une situation qui te procure de l'anxiété et du stress, etc., c'est sûr que si tu t'exposes jamais, ben ça va juste augmenter ton stress. Augmenter le stress, ça va maintenir la situation, puis ça donne un pouvoir au stress et ça t'enlève un pouvoir à toi. Exactement. Par contre, il y a différents niveaux d'évitement. Ouais. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a, par exemple, une phobie qui est vraiment difficile, par exemple une phobie des aiguilles. Souvent, les infirmières vont avoir le réflexe « Ah, t'as peur des aiguilles, t'as peur des prises de sang, mais je vais te parler, je vais te poser des questions positives pendant ce temps-là. » C'est une forme d'évitement. Parce que ton attention va être portée ailleurs, puis après, t'es comme « Oh, mon Dieu, c'est fini, j'ai survécu. » Ça, c'est un évitement qui est adéquat dans cette situation-là, puis qui peut être adéquat même pour certaines personnes. Donc, nuancer, puis regarder, est-ce que ça fait plusieurs fois que j'évite cette situation? C'est quoi les conséquences de l'évitement? Puis est-ce que mon évitement va m'aider ou, en fin de compte, va me nuire? Exactement, oui. Et finalement, le dernier, c'est la recherche de soutien social. Puis, tu sais, il faut aussi normaliser d'utiliser son réseau social. Il est vraiment là pour ça, d'être capable de le nommer quand on a besoin d'aide. Puis, parfois, de nommer quelle sorte de stratégie qu'on veut que la personne utilise. Parce que je pense que ça nous a tous déjà arrivé qu'une personne veut vraiment notre bien, elle veut nous aider. Elle donne plein de solutions, puis toi, tu n'avais pas le goût de ça, tu voulais juste ventiler. C'est ça. Ben, d'être capable de le nommer, de dire, ben, moi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment je me sens. Que la personne, elle va faire preuve d'écoute. Mais si tu as besoin de conseils, parce que, je sais pas, tu n'en as pas eu, ou toutes les autres fois, tu as écouté, ben, de le dire. Je pense que ça peut aussi faciliter la chose. Et si on peut continuer avec une autre stratégie de coping, mais qui n'est pas vraiment considérée dans les stratégies de coping. C'est plus comme des compétences un peu à développer. Exactement, puis on trouvait que ça allait bien avec le titre de l'épisode. Donc, c'est la régulation émotionnelle. Puis, je pense que ça, c'est aussi important à utiliser, je pourrais dire, ou à pratiquer, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Il ne faut pas non plus trop se mettre de la pression par rapport à ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus facile pour d'autres personnes puis qui vont beaucoup se comparer aux autres. Puis on s'entend que la régulation émotionnelle, on peut l'apprendre à un jeune âge, mais c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là ou cette capacité-là de la mettre en place. Puis il faut préciser qu'une des... Qu'est-ce qui fait en sorte que l'autorégulation émotionnelle versus une stratégie de coping orientée vers l'émotion, c'est pas la même chose. C'est la stratégie de coping orientée vers l'émotion va être quand tu sens que tu fais face à une menace. Donc, c'est quand quelque chose est menaçant pour toi. Tandis qu'une autorégulation émotionnelle, c'est pour tout type d'émotion. Oui, exactement. Puis un peu avec la différence entre les deux, puis après ça, on pourra plus expliquer la régulation émotionnelle. Mais la régulation émotionnelle, ça va vraiment permettre des apprentissages plus long terme, comparativement aux stratégies de coping réactionnel. Ça va vraiment aider sur le moment présent, puis ça va éviter les conséquences à long terme. Donc, il y a quand même une petite différence. En lien avec la régulation émotionnelle, il y a 5 modes distincts qu'on va aborder pour que ça soit peut-être plus clair à comprendre parce que c'est quand même un mot général. Le premier, c'est la sélection de la situation à laquelle la personne va faire face. Fait qu'on peut faire un lien avec des dilemmes. Donc, par exemple, une personne peut faire un choix. Donc, elle va regarder qu'est-ce qui m'aiderait, qu'est-ce qui serait plus facile pour moi ou qu'est-ce qui serait moins stressant pour moi. Je sais pas si tu veux emmener un exemple face à ça. Oui, ben en fait, là, comme tu nommes, ça peut être n'importe quel choix. Donc, par exemple, là, tu es aux études, tu sais pas ce que le programme fait pour toi, ben de choisir est-ce que tu changes de programme et donc
tu vas peut-être être face à ce genre de l'inconnu, comme on parlait de stress tantôt, à de la nouveauté, ou ben, tu restes dans le programme, donc ça va t'amener des émotions différentes. Ouais. Ouais. Exactement. On a aussi la modification de la situation. Parfois, il y a des situations qui sont pas, si je pourrais dire, c'est vraiment un mot anglais, mais qui fit pas. Ce serait quoi en français? Qui correspondent pas. Correspondent pas, merci. Des fois, il y a des situations qui correspondent pas nécessairement à toi, à tes valeurs, qui te font réellement bien te sentir. Donc, de modifier cette situation-là, ça peut aussi aider à réguler nos émotions. Oui, absolument. Ensuite, on a le déploiement attentionnel. Donc, c'est ici une situation où on n'a pas beaucoup de contrôle, ben on va choisir, on va sélectionner où qu'on va porter notre attention. Par exemple, si tu sais que, je peux revenir avec l'exemple de l'exposé oral, tu sais que toi, tu as une facilité à choisir tes mots. Tu sais, quand tu parles, c'est fluide, mais tu vas te concentrer sur cette capacité-là que tu as. Ça va vraiment aider dans cette situation à diminuer le stress. Donc, en fait, là, pour apporter un petit exemple sur une émotion qui est autre que le stress, c'est par exemple que tu fais un déménagement. Tu déménages avec ton chum, par exemple, ta blonde, peu importe. Puis, tu quittes donc la maison de tes parents. Ça peut être stressant pour toi, ça peut être un peu comme doux amer comme sentiment, triste. Tu peux vivre plein d'émotions qui sont très complexes, toutes différentes les unes et les autres. Et le déploiement attentionnel, tu peux dire, OK, bon, là, je vais penser à comment je vais le décorer. C'est ça qui me fait du bien de réfléchir à tout ça, ou de me dire, ah ben là, tu sais, j'ai avec mon chum, fait que c'est le fun, tu sais, je vais pouvoir passer plus de temps avec, tu penses à des projets avec lui. Donc, la situation reste la même, mais tu as mis ton attention sur peut-être des éléments de la situation qui la rendent plus tolérable. Oui, c'est bien aussi de donner d'autres exemples que le stress. Puis je pense qu'avec la tristesse ou avec même parfois la colère, tu sais, d'être capable de se concentrer sur autre chose ou sur un point qui est un petit peu plus positif dans la situation. Ensuite, on a la réévaluation cognitive. Donc, ça va être de manipuler le traitement des informations. Ce que ça veut dire en bon français, comme on a un petit peu expliqué tantôt, parfois tu vas avoir une vision d'une situation. Tu peux l'avoir extrêmement négative, mais ça va être de modifier tes pensées et aussi de comprendre que tes pensées ne sont pas la réalité nécessairement. Absolument. Je pense que ça peut être vraiment aidant quand on vit une situation qui est plus difficile, on va être dans une vision, on appelle ça une vision tunnel, on pourrait dire, puis de se sortir de cette vision-là, de prendre un pas de recul et d'observer et de modifier les messages internes que tu vas avoir. Oui, absolument. Tu sais, se questionner dans le sens que, est-ce que ce qui me crée de la détresse, c'est la situation en tant que telle ou c'est qu'est-ce qu'elle veut dire dans mon système de croyance? Ouais. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a tous des émotions différentes. C'est aussi parce qu'on a tous une vision différente. On a tous... on voit les choses différemment tout le temps. Oui. Puis parfois, on peut être nous deux ensemble, il y a une situation et on va pas réagir pareil parce qu'on va pas voir la situation pareil. Peut-être que pour toi, tu vas dire « Hey, Laetitia, c'est donc une bonne nouvelle. » Puis moi, je vais me dire « Mais voyons, Sandrine, c'est pas une bonne nouvelle, là. » Une situation peut avoir deux visions différentes. Et pour terminer, on a la suppression expressive qui est d'en montrer moins qu'on ressent. Par exemple, tu es triste, tu vis une situation qui te met dans un état, on pourrait dire, de détresse ou beaucoup de grande tristesse. Mais tu es rendu au travail, mais tu vas pas nécessairement démontrer toute ta tristesse. Un truc là, pour la suppression expressive, en fait, c'est que ça va pas diminuer l'émotion qu'on va ressentir, ça va juste diminuer celle qu'on va montrer. Ouais. Puis ça peut être adéquat dans certains contextes. Là. Malheureusement, des fois, là, on doit
cacher certaines émotions qu'on vit ou du moins diminuer l'intensité qu'on communique aux autres, c'est normal. Cependant, ça peut, dans une relation, si on est directement dans la suppression expressive, ça peut être difficile par la suite de remontrer ces émotions-là. Oui. Tu sais, ça peut vite devenir, ça peut vite devenir un réflexe, une manière de se protéger. Oui, c'est ça, d'être dans l'évitement. Absolument. Puis je veux rajouter là, une dernière donnée par rapport à ça, c'est que en psychologie, dans les recherches sur le stress post-traumatique, il est démontré que les gens qui ont une capacité vraiment à parler de leurs émotions, à aller chercher du soutien social, vraiment comme à Donc, les gens qui ont vraiment comme le réflexe d'aller vers les autres, de demander de l'aide, tout ça, vont être moins enclins à développer un stress post-traumatique que les gens qui gardent ça pour eux. Parce que c'est comme s'il y avait comme une flexibilité face à tout ça, tandis que les gens qui gardent ça pour eux, ben, ils vont se casser. Ça va être un gros impact. Ouais. Donc, c'est vraiment comme des... si on réalise que c'est vraiment ça le réflexe qu'on a, ben c'est à se questionner de est-ce que ça peut représenter des risques pour moi? Est-ce que je peux maintenir cette habitude-là de m'isoler des autres puis de ne pas aller vers eux? C'est plus on le fait, ben plus on s'expose et plus ça devient facile d'en parler. Exactement. Donc, oui, ben écoute, on vient à bout de cet épisode des plus ambitieux, si je puis dire. C'est un sujet auquel on pense que quand on commence, on peut se dire « ça va être simple, ça va être des trucs par-ci, par-là ». Puis plus qu'on fait de recherche, plus qu'on se rend compte que c'est tellement, mais tellement complexe. Ouais. C'est le travail de toute une vie se construire une boîte à outils. Et donc, ben, en fait, j'aimerais te demander, là, Laetitia, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode-là? Ben, je pense que, qu'est-ce que je retiens? C'est de simplement commencer par créer sa boîte à outils. Simplement de se poser la question, est-ce que j'en ai une boîte à outils? C'est vraiment d'y aller doucement, petit à petit, parce que on va beaucoup se mettre de la pression, on va beaucoup vouloir être au plus haut, mais c'est pas toujours possible. Donc simplement commencer par, est-ce que j'en ai une boîte à outils? Puis voir qu'est-ce que je peux ajouter, les choses que j'ai retenues, juste de se dire un peu qu'est-ce que j'ai retenu du podcast, de l'épisode. Bien évidemment, vous n'allez pas avoir tout retenu parce qu'on a dit tellement d'informations, mais je pense que peut-être ceux qui vont vous interpeller, vous allez vous en rappeler, puis vous pouvez commencer par là, puis sinon, de réécouter l'épisode. Moi, je fais souvent ça avec des épisodes de podcast qui ont plus d'informations. Je l'écoute en premier, juste comme ça. Puis ensuite, quand je me sens prête, quand j'ai l'énergie pour, bien, je vais m'asseoir, je vais prendre des petites notes. Mais pour ça, il faut avoir l'énergie. Il faut être dans l'auto-actualisation. Il ne faut pas être nécessairement dans « je vis une situation extrêmement difficile ». Donc, je pense que ça va faire un peu des liens, mais de l'autre épisode, d'écouter ces signaux pour voir vers quelle boîte à outils qu'on s'oriente. Absolument. Puis toi, Sandrine? Ben moi, ce que j'en retiens, en fait, là, c'est surtout que c'est possible que si tu es dans un moment de ta vie où tu n'occupes pas ton énergie, c'est très valide d'aller voir un intervenant pour te construire cette boîte à outils. Oui. Parce que oui, c'est bien d'avoir une boîte à outils pour quand ton niveau d'énergie est plus bas, que tu as moins de ressources, puis pour te préserver en quelque sorte, te remettre sur pied. Mais quand tu la construis pendant que tu es dans cet état-là, ben, la recherche, ça demande beaucoup d'énergie en tant que telle. Donc, ça peut être bien d'être avec quelqu'un qui va t'accompagner dans ces démarches-là. Oui, effectivement. Puis, c'est ça exactement. Puis des fois, justement, le besoin d'auto-actualisation, comme on parlait, celui-là de viser des objectifs, de réaliser ses rêves, de développer son potentiel, ben, des fois aussi, ça vient aussi avec le fait justement de prévenir quand ça va moins bien. Oui. Puis, tu sais, le plus important au final, là, c'est de faire preuve d'autocompassion à son égard. Vraiment. Vraiment, c'est la base de tout, faire preuve d'autocompassion. D'être doux avec soi-même. Là. C'est ça, d'être doux. Tu sais, on est des humains. On est des humains. Puis, une condition de l'existence, c'est pas parce qu'on est venu sur Terre qu'on doit compenser ça en réussissant.
on n'a qu'une personne à satisfaire dans notre vie, Et c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Je pense qu'on va finir sur ces bons mots. Puis merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ça a pu vous aider. Puis on va se retrouver dans 2 semaines pour un prochain épisode de Mots en mieux.